de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Réalisation d'Albert Riera. Mon père tenait ses assises au café de l'Hôtel de Ville. Et c'est en rêvant devant le sucre qui fondait sur le grillage de la cuillère à absinthe qu'il nous citait la dernière phrase du comte de Monte Cristo. Attendre et espérer. Et quand il était d'humeur morose, celle d'Émile Zola avant le point final du ventre de Paris. Quelle fripouille que les honnêtes gens. Il aimait beaucoup les livres. Il écrivait un peu dans les journaux. Il faisait la critique dramatique, c'est-à-dire qu'il écrivait son avis sur les pièces, même quand elles étaient comiques. Il avait écrit aussi un roman feuilleton qui se passait en Bretagne et sous l'Empire. Cela s'appelait Diane de Mallestrac. C'était très difficile à suivre. Il était d'ailleurs le premier à en convenir. Il avait toujours des rendez-vous très importants, au Rathodrome, au fronton de Plotte Basque, avec des lutteurs japonais, ou à la permanence de la patrie française. Je n'aimais pas du tout aller là, où les gens s'esclaffaient parce qu'on avait un chat qui s'appelait Loubet. Mon père avait beau m'expliquer que c'était parce que le président de la République s'appelait pareil que mon chat, je détestais ces gens-là. Quand ils passaient tous, en bande, dans les rues, en criant « Ah bah Loubet !» j'aurais voulu, comme Cocardas et Passepoil, les flanquer tous dans les fossés de Caylus. Et quand ils criaient « Vive des roulèdes !» je n'aimais pas non plus celui-là. Un jour, Loubet disparut. Il en avait sûrement assez d'être insulté. Ou je n'osais même pas y penser. Peut-être qu'il l'avait tué. Et nous eûmes un autre chat. Mon père l'appela Sigur, parce qu'il avait trouvé dans les coulisses de l'opéra. Sigur était très beau, très drôle, tout gris. Je l'aimais tout de suite, mais sans oublier Loubet. D'ailleurs, dans les rues, on parlait toujours de lui, et dans le bois aussi. Ah bah Loubet. Tout le monde se battait, et les gardes à cheval et à pied tapaient sur tout le monde pour les séparer. Pourquoi se battent-ils, demandai-je. Pas les mêmes idées, répondait papa. Moi, je n'aimais pas les idées de ceux qui insultaient mon chat. Et c'était difficile à les reconnaître, à savoir lesquels. Ils roulaient par terre tous ensemble et s'enfuyaient en même temps et du même côté. Et comme ils criaient tous « Vive la France !», c'était trop compliqué. Ils criaient aussi « Mort aux Juifs !» ou « Youpins !» comme ils les appelaient. J'entendais leurs chansons. Chassons les Youpins et les Francs-Copains. Chassons loin chez nous, cette sale race de filous. Comme j'ai questionné mon père, il hochait la tête et n'avait pas l'air d'approuver. Les Juifs, tu comprends? Mais on dit toujours tu comprends aux enfants qui ne comprennent pas. Il poursuivait. C'est comme, je ne sais pas moi, les Bretons par exemple. Il y en a des bons et des mauvais. Et pour la plupart, c'est des bons. Et les Bretons, c'est une race. Une belle race même. Et pour les Juifs, c'est peut-être pareil, à peu de choses près. Enfin, ils crient n'importe quoi, ne t'occupe pas de ça. C'est pas de ton âge. Ça leur passera. Mais il y avait toujours du bruit comme ça dans Neuilly. Et une nuit, mon père rentre à la maison et réveille tout le monde. Il est tout pâle, ne trouve plus ses mots. Il vacille un peu. Ils ont tué Siffeton. Il n'y a tout de même pas de quoi réveiller toute la maison, dit ma mère. Et comme mon père a l'air très fatigué et va se coucher, je demande à ma mère. Qui c'est, Siffeton? Un ami de ton père, enfin une relation. Et avec un grand soupir. La patrie française. Il en voulait à Loubet, c'est bien fait. Et assez réjoui à cette idée, je vais me coucher. Le lendemain, on apprend par les journaux que Siffeton n'a pas été assassiné, mais qu'il s'est suicidé. Que c'est le docteur Tolmer qui l'a soigné. Ça tombe bien. Le docteur Tolmer, c'est notre médecin. Et bien vite, il vient nous raconter comment ça s'est passé. Je l'entends encore, et je revois une grande image en couleur sur le petit journal illustré. C'est tout de même très triste de voir l'homme tout seul, la tête posée près du réchaud à gaz, et qui s'est suicidé. Les jours passent, avec la fête qui revient, avec les maladies qu'il faut avoir enfant, et qu'on attrape fort heureusement une fois pour toutes. Nous, comme enfants, on n'a pas trop à se plaindre. C'est le docteur Tolmer qui nous soigne. Il est tellement bon, le docteur Tolmer, tellement de bonne humeur, que s'il avait été là quand Siffeton s'est suicidé, cela ne serait pas arrivé. C'est tout simple la santé, répète-t-il, mais il faut la garder. Sortir les enfants par n'importe quel temps. Et la teinture d'iode s'ils sont enrhumés, 10 gouttes dans du lait.
Si ça ne va pas mieux, vous badigeonnez. Et puis, bien entendu, l'huile de foie de morue. Ça, il aurait mieux fait de se taire, le bon docteur Tolmer. Mais on ne lui en veut pas, puisqu'il soigne très bien papa, qui jouit d'une très délicate santé. L'entérite, les courbatures, la dépression nerveuse, la mélancolie. Freinez un peu le vélo, dit le docteur, et les apéritifs aussi. Un jour ou l'autre, il faudra bien vous y décider. Un jour ou l'autre, pourquoi pas, dit mon père. Et le docteur s'en va, et mon père hausse ses épaules. Il est bien gentil avec sa mélancolie, sa neurasthénie. J'ai tout simplement le mal du pays, et pas du mien, ajoute-t-il en allumant sa pipe. Il m'a fait trop de mal quand j'étais petit. J'ai le mal d'un autre pays. J'ai le mal de la Provence. Peu de temps après, il demande un congé à la Providence pour affaires de famille, et prend le train pour le pont du Gard, où un de ses amis habite une ruine de toute beauté. Vous verrez ça un jour, dit-il en nous embrassant. Un jour ou l'autre, dit ma mère. Mais nous recevons des cartes postales du pont du Gard, d'Arles, des Aliscamps, des Sainte-Marie-de-la-Mer, du Château des Papes d'Avignon, et aussi une boîte de calisson d'Aix. Nous savons bien que, comme d'habitude, il ne restera pas longtemps, et quand il revient, nous sommes tous très heureux de le revoir, d'autant plus qu'il nous dit très ému combien nous lui avons manqué. Et tout continue comme avant, mais le dimanche, et je ne sais pas trop pourquoi, nous allons déjeuner maintenant chez grand-père. On prend le métro, et on arrive rue Monge, à côté d'un marché, en face d'une grande place, avec une statue. La place Maubert, le quartier le plus malfamé de Paris. Une honte, dit mon grand-père. Heureusement qu'il n'y a Notre-Dame, et pas question de déménager. On ne peut tout de même pas faire ça à Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est sa paroisse, Saint-Nicolas du Chardonnay, où il est, je crois bien, quelque chose comme Marguillier, et où il a sa place au banc d'œuvre, ainsi que grand-mère Sophie. Chez eux, c'était tout en haut, un grand appartement avec plein de petits tapis pour ne pas rayer la cire du parquet. Dans le salon, il y avait une bibliothèque, et un peu partout sur les tables, des livres étaient méticuleusement posés. La vie de Saint-Louis, l'histoire des croisades, les guerres d'Italie, Saint-François de Sales, et des souvenirs de vacances. Toute la Suisse en 2 albums, gros comme des dictionnaires, et que mon grand-père commentait sentencieusement quand il y avait des visites. Sophie et moi, nous nous sommes rendus alors à la mer de glace, et nous avons vu la Jungfrau, la Vierge, et pour tout dire, le sommet. Et toutes les Alpes défilaient avec les horaires, les itinéraires, les noms et les prix des hôtels. Les visiteurs dégustaient leur madère en l'écoutant bouche bée. Mais il y avait aussi des albums d'Ostende, avec des baigneuses sautillant dans la mer, un crabe au bout du pied, et qui rentraient dans leur guérite à roulettes, où, par de toutes petites fenêtres en forme de cœur, de vieux messieurs, dont un ressemblait à grand-père, les lorgnaient. Cela faisait rire l'oncle Ernest, qui, comme toujours, n'était pas avare de plaisanteries déplacées. Celui-là, comme oncle, il me plaisait. Mais bien qu'il soit maintenant dans les pneumatiques et l'automobile, on le considérait encore un peu comme la honte de la famille. L'oncle Dominique, ça allait. Il était l'acteur, ces gens qu'à juste titre autrefois on n'enterrait pas à l'église, mais sa femme avait du moins, elle l'affirmait, de la religion. C'est de son âge, disait papa. Pour Ernest, c'était différent. En pleine adolescence, tout jeune commis dans une soirée, il avait dilapidé son moi, et même un jour au magasin, avait dérobé une pièce de soie pour l'offrir à une fille du quartier latin. Ça n'avait pas traîné. Maîtré, la maison de correction. Ancenis, à côté, c'était du velours, et pourtant c'est là où moi j'ai été élevé, si l'on peut dire, disait papa. À cette époque, il avait tant crié pour qu'on sorte Ernest de là, qu'il en était tombé malade, et que son frère avait été libéré, et lui en gardait toujours une très affectueuse reconnaissance. De tout cela, rue Monge, on évitait de parler. Ce n'était pas d'ailleurs les sujets de conversation qui manquaient, avec l'abbé Vigourel et surtout avec l'abbé Malingeau, qui, tout en causant du denier du culte, des petits Chinois de la Sainte-Enfance et de l'Office central des pauvres de Paris, dont grand-père était directeur, nous observaient, mon frère et moi, qu'il appelait les enfants d'André. D'un œil plutôt inquisiteur, disait mon père,
et ça ne plaisait pas du tout à l'abbé. Grand-père se levait, tirait les jalousies. C'était une façon comme une autre d'exprimer son mécontentement, car il savait que son fils aimait le soleil. Le soleil, d'ailleurs, grand-père le craignait autant que le rhume des foins. Et, toujours coiffé dans haute forme, même en été, c'est toujours à l'abri d'une grande ombrelle blanche qu'il sortait. C'est un peu tropical, mais tellement pratique, disait-il. Dans la pénombre, je le regardais en souriant, posé sur le piano, dans un sous-verre doré, une photo de maman, assise à ce piano, les doigts sur le clavier. Elle était encore plus drôle que jolie, cette photo, car ma mère ne savait pas du tout jouer le piano. Mes grands-mères avaient beaucoup tenu à ce que la chose soit faite parce que la chose faisait bien. Cela rassurait les gens qui se demandaient d'où ma mère venait et trouvaient qu'elle ne cadrait pas du tout, mais alors pas du tout, avec la famille. D'où venait ma mère? Qu'est-ce que ça pouvait me faire? Tout ce que je savais, c'est que son père et sa mère étaient morts il y a quelques années, qu'ils s'appelaient Catus, et que c'étaient des Auvergnats de Paris. C'est beaucoup plus tard, et par le cousin Louis, que j'ai appris que mon père l'avait connue toute jeune, rue de la Huchette, dans un très pauvre et très vivant quartier. Elle aidait sa mère qui faisait des sacs, pas de la maroquinerie, simplement des sacs de papier pour les marchands des Halles. Tes grands-parents étaient charmants, eux, disait mon père, en désignant les siens. Et l'on reprenait le métro pour la Porte-Maillot. De temps en temps, nous aussi, on allait en visite, prendre le thé, chez des amis, des relations, comme on disait alors. Je les ai toutes oubliées. Pourtant, je me souviens des Toucas-Massillon. Ils habitaient Neuilly, une jolie maison dans un quartier où le lierre grimpait, tenace, sur les murs quadrillés de bois vert. Il y avait là une dame d'une grande douceur, et mon père parlait avec elle des cigales et de la Provence. Dans un très joli jardin, je jouais avec un petit garçon aux cheveux bouclés, à peine plus âgé que moi, et qui s'appelait Louis. Comment aurais-je pu deviner que je le reverrais un jour, beaucoup plus tard, et qu'il s'appellerait Louis Aragon? Et l'on partait nous aussi en vacances, pas en Provence, mais en Bretagne. La petite Bretagne, disait mon père, puisqu'il paraît, et c'est un peu vrai, que la grande, c'est le Finistère. Les vacances étaient pour mon frère ne plus aller à l'école. Pour mon père, échapper à la Providence. Pour ma mère, se reposer, si elle le pouvait. Pour moi, c'était la mer. Nous allions à Pornichet, dans la Loire inférieure. La mer, je courais après elle, elle courait après moi. Tous deux, on faisait ce qu'on voulait. C'était comme dans les contes de fées. Elle changeait les gens. À peine arrivés, ils n'avaient plus la même couleur, ni la même façon de parler. Ils étaient tout de suite remis à neuf. On aurait dit des autres. La mer changeait aussi les choses, et elle les expliquait. Avec elle, je savais l'horizon, le flux, le reflux, le crépuscule, l'aube, le vent qui se lève, le temps qui va trop vite et qui n'en finit plus. Et puis la nuit qui tombe, le jour qui meurt, et un tas de choses qui me plaisaient, et que loin d'elle, très vite, j'oubliais. Tout près de Pornichet, où nous habitions une petite maison, il y avait la Baule, une immense plage comme le Sahara sur les images, avec au beau milieu un petit café casino sur pilotis, et des méduses par milliers, échouées sur le sable, et qui tremblaient comme des crèmes renversées, abandonnées par la mer, qui le reprendrait peut-être, je le souhaitais pour elle, à la prochaine marée. C'était tout petit Pornichet, un petit peu sauvage, mais il y avait le facteur, des pêcheurs, des marchands de cœur à la crème, et même une fois un cirque est arrivé, avec quelques pauvres animaux savants, un musicien et un clown. Le plus petit cirque du monde, criaient les forains à la parade. Ils m'avaient emmené avec eux dans une petite roulotte, et je traversais très fier la ville. Jamais chose pareille ne m'était arrivée à Neuilly. Le lendemain, comme ils partaient, mon père proposa de faire un petit bout de chemin avec eux. Nous partîmes. Et en route, mon père, avec un grand lyrisme, et dans ses moindres détails, racontait la fête à Neuilly aux forains éblouis. Nous allâmes jusqu'au Croisic, au bourg de Bas, et quand nous revînmes, quelques jours plus tard, après nous être arrêtés çà et là, nous trouvâmes le garde champêtre tapant sur son tambour et annonçant qu'une famille de Parisiens, laissant la porte ouverte et leurs chats affamés, avait disparu, et sans aucun doute, avait été emporté par la mer. Le tambour funèbre s'était tu,
et presque tous les jours, nous faisions de grandes randonnées. En route, mauvaise troupe, disait mon père. Et lorsqu'il rencontrait des gens avec une tête qui ne lui plaisait pas, il criait « Les chiens aboient, la caravane passe ». Et la caravane passait, poussant parfois jusqu'à Guérande, ou encore plus loin, à Paimboeuf, au bord de la Loire, où habitait le cousin Louis. Nous venons de vous présenter Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Assistant de production, Gilbert Maurice Duprez. Prise de son, Madeleine Sola. Réalisation d'Albert Riera. Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Réalisation d'Albert Riera. Neuilly-sur-Seine, 1906. J'avais 6 ans. Souvent, au bois, un cerf traversait une allée. Un peu partout, les gens mangeaient, buvaient, prenaient le café. Un ivrogne passait et hurlait « Dépêchez-vous, mangez sur l'herbe. Un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. » Le tramway du Val-d'Or, à toute vapeur, sifflait le long des arbres, comme les trains dans les histoires d'Indiens. Le jour n'était pas encore éteint, mais déjà la porte-maillot flambait, souhaitant la fête au crépuscule. Il y avait des cyclistes et des vélos, partout des vélos, encore des vélos, et des voitures avec des chevaux. Ça sentait le caoutchouc, et Bibendum régnait déjà sur le salon de l'automobile. Au café des sports, les garçons plantaient en courant 2 pailles dorées dans la grenadine des enfants. Ça sentait le Pernod, le crottin à oiseaux. Les arbres riaient et frissonnaient. Rien encore ne les menaçait tout à fait. Il y avait des gens qui faisaient la musique, qui chantaient, qui faisaient la fête, qui faisaient la gaieté. Et ceux qui, à voix basse, s'engueulaient autour de leur guéridon, étaient tout de même sous le charme. Et leurs injures, leurs pauvres menaces, on aurait dit qu'ils les chantaient, les fredonnaient, sans y penser. Passaient des mendiants, des marchands de livres, des musiciens ambulants, et un vieux bonhomme qui remontait et posait sur les tables des jouets mécaniques. De l'Orée du Bois à l'île de la Jatte, la musique de la fête, de la vraie fête, de la fête à Neuilly, s'en allait, puis revenait sur ses pas, et jetait parfois de grands sifflets de détresse. Écoutez-moi, je suis comme ces vaches, ces cochons et ces chevaux de bois, appelés à disparaître. Mais je partirai malgré moi. Retenez-moi par mon dernier air, retenez-moi dans la mémoire. Je reviendrai quand vous voudrez, lointaine mais intacte, dans la poussière du carton perforé. Debout, sur les montagnes russes, de jolies filles de bois peint, costumées en hussard, avec un grand sourire heureux, tapées sur leurs cymbales dorées. Neuilly, pour moi, c'était la fête. Et quand elle s'en allait, la grande avenue, c'était un vrai désert, sauf quand les gens du marché, sur leurs échasses de bois, plantaient leurs tentes, comme les gens du cirque. Mais il y avait d'autres fêtes à la Porte-Maillot. Un jour, c'était le Maroc à Paris, un village avec des indigènes aux yeux brillants, des potiers, des bijoutiers, des charmeurs de serpents, une mère dromadaire avec ses petits, et des enfants noirs qu'ils plongeaient dans un bassin pour aller chercher des sous. Un autre jour, c'était un village de nains, avec des maisons de nains, une école de nains, et une petite église de nains.
ou le loupinzouloup. Les gens montaient dans un wagon qui descendait très vite, tournait à l'envers dans une roue, ralentissait, s'arrêtait et laissait sortir les voyageurs qui criaient. Et puis Printania, un grand café-concert en plein air. On prenait des cerises à l'eau de vie, et quand la nuit était belle, le toit du théâtre s'en allait. Les étoiles aussi pouvaient regarder le spectacle. C'étaient des clowns, vêtus en pâtissier, et qui jonglaient avec toute la boutique. Des chanteuses, toutes seules sur la scène, avec les spectateurs qui, tout en buvant leur verre, chantaient en chœur avec elles. Et d'autres chanteurs. Il y en avait un qui était drôle comme tout. Et pourtant, il était tout en noir triste, avec une tête à pleurer tout le temps. Et la grande fleur qu'il portait à la boutonnière, il l'arrachait en pleurant, et la jetait par terre, où elle se plantait et se balançait en tremblant. Il chantait « J'ai la neurasthénie, c'est rigolo, oh oh », et tout le monde se tordait de rire, même mon père. Pourtant, il en avait, lui, de la neurasthénie. C'est à la mode, disait-il, mais je m'en passerai bien. La tristesse qui s'installe dans votre tête et qui va et vient, là, comme chez elle. Et bien longtemps avant Printania, là où s'étalent aujourd'hui les ruines de Luna Park, il y avait un grand ballon captif qui montait dans le ciel, rempli de passagers. Un jour, la corde a craqué et le ballon a été emporté par le vent. Dans tout Neuilly, les gens levaient tous la tête en l'air et en même temps, même des chiens. Le ballon captif s'en allait très vite, et on entendait dire un peu partout qu'avec un vent pareil, jamais personne n'en réchapperait. Ce ballon, un jour mon père et ma mère étaient montés dedans, et j'étais content que l'accident ne soit pas arrivé ce jour-là. Le soir, très tard, le ballon a été retrouvé, et tous les passagers sauvés, mais les gens ne l'ont appris que le matin, parce qu'ils étaient allés se coucher. Et c'était aussi très souvent la fête dans le bois, des concours épiques, avec les chevaux qui fichaient les cavaliers par terre et s'enfuyaient en galopant, riant de toutes leurs dents, et des lumières à la cascade, des régates sur le lac, des défilés de voitures fleuries, et des courses en vélo. Le vainqueur, je crois qu'il s'appelait quelquefois Jacquelin, défilait lui aussi dans l'avenue du Bois, avec son cocher, dans une grande voiture à 4 chevaux, la queue comme si elle sortait de chez le coiffeur, et les fesses cirées comme le parquet chez grand-père. On allait aussi dans un petit chemin de fer, au jardin d'acclimatation. Des fauves étaient parqués derrière les grilles, ils n'avaient pas l'air heureux, mais ils avaient un peu plus de place que ceux de la ménagerie Peson. Je montais sur l'éléphant, on faisait un tour, ça ne l'ennuyait pas trop. Même à plusieurs, on n'était pas trop lourd. Mais ce que j'aimais surtout, c'était les cerfs. Il y faisait bon, comme sous la pluie d'orage. C'était immense, tout en vert, avec une odeur de forêt vierge, comme dans les livres de voyage. Les plantes étaient grandes comme des arbres, et sur l'eau, des nénuphars flottaient, grands comme des petits bateaux. Dans les serres, c'était toujours le silence, même quand il y avait du monde. Devant les bêtes, les gens parlaient très fort, et riaient très fort, surtout devant les singes. Mais devant les plantes, ils se taisaient, comme dans les églises, et c'était à voix basse qu'ils lisaient les noms écrits en latin sur de petites pancartes. Tout était vert, même la chaleur, et les gens n'étaient pas habitués. On allait aussi à Paris chez Dufayel pour acheter des choses à crédit et voir en même temps le cinématographe, la lanterne magique qui bougeait. Un autre jour, c'était Buffalo Bill, avec la chasse au bison et l'attaque de la diligence, mais pour de vrai, au champ de Mars, avec les peaux rouges et leurs peintures de guerre, les cow-boys avec leurs lassos, et des phénomènes que Buffalo Bill avait aussi amenés d'Amérique. Il y avait l'homme bleu, il ne faisait rien, on lui jetait des sous. Il ne disait pas merci, il se taisait, il était tout nu, tout bleu, c'était son métier. Mais c'était aussi, paraît-il, sa maladie. Qu'il fasse soleil, que tombent les feuilles ou la neige, ma mère nous amenait au bois. J'aimais bien le bois, et je préférais les rives de la Seine où mon père m'emmenait parfois. On allait dans l'île de la Jatte, où vivaient les braconniers du poisson.
qu'on appelait les ravageurs. Déjà les mystères de Paris, que mon père aimait aussi. Au bois, heureusement il y avait des biches, des oiseaux, des coins d'eau. Je jouais avec mon frère Jean, et l'on mangeait des gaufres. On buvait du coco. Mon frère était l'aîné, 2 ans de plus que moi. Il était très beau, mais il était sérieux, et il allait déjà à l'école. Il savait lire et écrire. Moi, je n'avais pas envie d'apprendre ces choses-là. Je l'aimais parce que c'était mon frère. On ne riait jamais des mêmes choses, ou jamais en même temps. Et puis revenait la fête, et toujours à 2 pas de chez nous. Du balcon de la rue Louis-Philippe, où nous habitions, on l'entendait qui s'installait, à grands coups de marteau. On entrait chez elle comme chez nous, et un peu partout, sans payer. Mon père connaissait tout le monde. Le dompteur Marc, qui me laissait caresser la patte à ses lions, les écuyers, les écuyères, les jockeys de psaumes, les lutteurs qui jetaient des gants aux soldats perdus dans la foule, et même à Raouf, qui cassait les pierres avec son poing. À Raouf, on l'entendait de loin, et quand il nous apercevait, il souriait, déguisé en arabe, assis sur son vieux tapis. Il nous appelait de la main. Il avait toujours 1 litre de vin, et mon père trinquait avec lui. On allait aussi dans les coulisses du grand théâtre forain, voir les acteurs, et puis dans la salle, voir la pièce. On jouait toujours le bossu. C'était beau. Et le bossu lui aussi était beau, mais on ne le savait pas tout de suite. Ou si on le savait, on l'oubliait bien vite. C'était un seigneur qui s'appelait Lagardère, et se promenait dans les fossés de Caylus, une épée au poing et un petit enfant dans les bras. Il tuait Gonzague, et tous les ennemis du nouveau-né. Et Cocardas et Passepoil, 2 brigands de ses amis, balançaient dans la rivière un bonhomme tout noir, tout méchant. Il riait, et il criait. Ce bon monsieur de Pérol est-il content? Là, c'était aussi drôle qu'au cirque Pinder, où les clowns faisaient des trucs à faire peur pour faire rire. Les clowns, c'était ce que j'aimais le plus. Pas tellement celui qui portait un costume tout bouffant, tout brillant, un chapeau tout propre sur son visage tout blanc. Je préférais les autres, qui étaient comme des mendiants et des ivrognes qu'on rencontrait dans les rues, mais qui seraient devenus fous, et malgré tout très contents. On les appelait les Gugus, ou les Augustes, comme mon grand-père, et pourtant ils ne lui ressemblaient pas du tout. Lui, c'était plutôt Monsieur Loyal, un gros ennuyeux sérieux, qui parlait très haut et très fort, et faisait claquer son fouet. Mais il n'était pas dompteur, et s'il était entré dans la cage, Monsieur Loyal, les fauves sûrement l'auraient mangé. Entre les loteries et les tirs, il y avait un grand musée, le musée du Putrin. C'était rempli de monstres, alors on n'y allait jamais. Mais il y avait leurs portraits terribles sur de grandes affiches. À l'entrée, un homme de cire dans une cage de verre, avec 3 oreilles et un pied. Qu'est-ce que c'est? Rien d'intéressant, répondait mon père. Allons plutôt voir le décapité parlant. On y allait. Mon père connaissait le directeur. Et c'était pas long à voir. Un condamné s'agenouillait devant un billot comme au Moyen-Âge. Le bourreau tout en rouge levait sa hache. Et hop, il coupait la tête qui tombait en même temps que le rideau. Quand le rideau se relevait, sur un grand plat, il y avait la tête, avec tout autour les sous qu'on jetait. On pouvait même la toucher. Elle était beaucoup moins triste que les têtes de veau à l'étalage des tripiers, belles comme des statues de l'Antiquité. Quelque temps après, à la même baraque, c'était à peu près pareil, mais la manière avait changé. Le bourreau était en redingote et le condamné avait au-dessus de la tête le couperet de la guillotine. « Qu'est-ce que vous voulez » disait le directeur à mon père. « Il faut bien se moderniser. On n'arrête pas le progrès. »« C'est très joli le progrès, très pratique, » me disait mon père en s'en allant, « mais c'était pas très beau quand même. » En sortant, on passait devant une grande roulotte d'où sortaient des voix d'enfants, chantonnant en chœur l'alphabet. C'était l'école foraine, et pour me faire peur, mon père me disait qu'il allait m'y laisser. J'aimais bien la fête, mais pas à ce point-là. Et j'avais beau savoir que c'était pour rire, ça me faisait un peu froid dans le dos. Ce fut ma mère qui m'apprit à lire, puisqu'il fallait bien y penser. Avec un alphabet, bien sûr, mais surtout avec l'oiseau bleu, avec la belle et la bête, et la belle aux cheveux d'or, avec le petit tailleur, les musiciens de la ville de Brême.
Comme toutes les plus belles filles du monde, ma mère aussi avait les plus beaux yeux, et d'un bleu et tellement souriant. Des fois, elle rougissait, ou plutôt devenait toute rose, et elle était comme les reines qu'on peint sur les tableaux. Aujourd'hui, je la vois nettement, comme dans un film, avec un bouquet de violettes au corsage, un oiseau sur son chapeau, une voilette modelant son visage et son sourire toujours nouveau. Mais elle était bien plus vivante qu'une actrice. Tout ce qu'elle faisait était vrai, et jamais elle ne tint aucun rôle. C'était une étoile de la vie. Quand dans la rue on marchait, ou n'importe où, on lui disait qu'elle était belle, un peu gênée, elle rougissait, puis éclatait de rire. C'est le fou rire, disait-elle. Je l'avais déjà toute petite, et toujours à n'en plus finir. C'est plus fort que moi, plus fort que les larmes que j'ai jamais versées. Et le fou rire me prenant à mon tour, elle ajoutait, tu vois, c'est contagieux. Il y en a qui attrapent froid, et d'autres la gaieté. Mon père et ma mère ne riaient pas autant ensemble, mais ça se voyait qu'ils s'aimaient beaucoup. Et même quelque part, ils se ressemblaient. Mais ils n'étaient pas pareils. Mon père, lui, commentait les choses, en tirait la moralité. Et comme je l'amusais, le fâchais, le décevais, et l'intriguais tout à la fois, il m'expliquait. Il me disait comment j'étais dans le fond. Ma mère, jamais. Elle me savait. Et puis, elle avait autre chose à faire avec mon frère et moi, avec mon père, et ça je le compris plus tard. Et avec Loubet. Loubet, c'était le chat. Un beau chat de gouttière, tout gentil. Loubet, c'était mon ami. Mais ma mère, qui avait tant de choses à faire, chantait toujours. Crois-moi, mon ange, jamais le cœur ne change. L'amour d'un jour, ce n'est pas de l'amour. Et un tas d'autres chansons, plus jolies les unes que les autres. Toujours, quand mon père rentrait, tout était prêt pour le dîner. Mais il n'arrivait jamais à l'heure, et même quelquefois, pas du tout. Il trouvait toujours de bonnes excuses. Pardonne-moi, Suzanne, en retard comme toujours, mais aujourd'hui, d'une heure seulement. Mettons 1h30, disait ma mère, sans être le moins du monde enthousiasmée. Mais tu es tout de même en progrès. Il était de taille moyenne, mon père, c'est-à-dire presque petit, avec une petite barbe brune, les yeux très bleus lui aussi, comme nous tous, et un nez plutôt grand. Il portait presque toujours un veston à double rangée de boutons, un chapeau melon l'hiver, un canotier quelquefois noir l'été, et souvent une petite casquette à carreaux, c'était la mode, comme les champions de vélo. Il travaillait à la Providence, une grande compagnie d'assurance près de l'Opéra Comique. Mais les accidents, les incendies, ça ne l'intéressait que médiocrement. Je fais ça en attendant, disait-il. Mais il ne donnait jamais aucune précision sur ce qu'il attendait. Comme son travail l'ennuyait souverainement, il s'occupait d'un tas de choses à côté, la politique, le sport et surtout le théâtre. Il avait rêvé d'être acteur, comme son frère Dominique, talent à part bien entendu, car il avait plaisir à affirmer que Dominique n'en avait aucun, et que, s'il n'avait pas épousé une femme riche et un peu âgée, on ne le verrait pas beaucoup sur les planches, où déjà on ne le voyait guère, et toujours dans de petits rôles d'une éblouissante insignifiance. Nous venons de vous présenter Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Assistant de production, Gilbert Maurice Duprez. Prise de son, Madeleine Sola. Réalisation d'Albert Riera. Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Réalisation d'Albert Riera. Le cousin Louis. C'était un grand artiste en son genre,
À cette époque, il poursuivait l'œuvre de sa vie, la reconstitution en carton et dans ses moindres détails de tous les châteaux de la Loire, sans en excepter un seul. Les châteaux prenaient tant de place qu'il était difficile de se frayer un chemin dans la maison. Si ça continue, disait mon père, tu seras contraint de coucher dehors. J'appellerais ça la vie de château, disait le cousin Louis. Il y avait aussi l'abbé Prévert. Mais la caravane ne passait pas chez lui. Sa paroisse était trop loin. Et ce n'est pas dans le programme. Une carte postale au jour de l'an remettait la politesse en place. Comme on revenait souvent à nuit tombante, mon père disait que c'était tout à fait la fuite en Égypte, désignant sous la lune les blanches pyramides des marais salants. Quelquefois, on allait à Nantes, où mon père était né, et où mes grands-parents venaient parfois en pèlerinage. Nantes, c'était beau tellement ça remuait. Le chemin de fer traversait toute la ville comme un tramway, et la mer aussi, comme lui, entrait là comme chez elle, avec ses bateaux à vapeur et ses grands voiliers. On a beau dire que ce n'est pas tout à fait la Bretagne, répétait mon père, mais Nantes, c'est tout de même encore la capitale de la marine à voile. Il était attablé à la Cigale, un grand café, beaucoup plus beau que celui de l'hôtel de ville. C'était de bonne heure le matin, et sur les tables, avec les cafés au lait, il y avait de très petites bouteilles de vin blanc, des fillettes de muscadet. J'ai du muscadet dans les veines, disait mon père, en dégustant comme tout le monde sa fillette. Ça saute de génération, le muscadet. Ton grand-père n'en boit pas, alors j'ai hérité de grand-papa. Il était capitaine au Honcourt, ton arrière-grand-père. C'est tout dire. Tout dire quoi? Qu'il aimait le muscadet, et que le muscadet l'aimait. Il en buvait en s'embarquant, et pour lui dire adieu, en revenant pour dire combien il était content de retrouver un ami. Et dans ce voyage, il buvait un tas de choses très fortes, mais n'oubliez jamais de chanter ses louanges. Il est vrai que ton grand-père, à toi, comme dans la chanson, n'a jamais navigué. Et toi, moi non plus, hélas. Il ne voulait pas. Il n'était pas marin, mais libraire, sur le quai Cassard, et quand le capitaine arrivait, lui demandait des livres qu'il avait notés sur un petit calepin, on lui répondait « Nous ne tenons pas ce genre d'ouvrage ». Il éclatait de rire et chantait une petite chanson qui n'était pas pour les enfants. Et pas pour les grandes personnes non plus, précisait Sophie. Mon père fredonnait la chanson du grand-père en attaquant une autre fillette. J'ai rencontré Jeannette dans le bois et je l'ai embrassée 3 fois. Il poursuivait. J'aimais beaucoup mon grand-père. Il était très vieux. Depuis longtemps, il n'avait plus toute sa tête à lui. On me demanda de le veiller la nuit. Je me suis couché près de lui et je me suis endormi. Le matin, tout le monde était scandalisé. On me fit honte. On me traita de petit monstre. On me punit très sévèrement. Pourquoi? Nous avions peut-être rêvé tous deux ensemble. Et si j'étais resté assis, aurait-il passé une meilleure nuit? J'étais de son avis. Et je n'étais pas très content quand mes grands-parents me gardaient à Nantes un jour ou deux avec eux. J'étais sûr que si ça tombait un samedi, ils m'emmèneraient le lendemain à la messe. Heureusement, en sortant, on allait dans la grande pâtisserie, où grand-père, d'un geste noble et péremptoire, désignait le gâteau de son choix en disant son nom à haute voix. Je désire un nom autorisé. C'était un moka au café ou au chocolat, orné d'une superbe fleur de lys en sucre candi. Ton grand-père est royaliste, expliquait papa. Et toi? Moi, comment ne serais-je pas républicain, puisque né le 4 septembre 1870? Mais je suis aussi un peu bonapartiste. Ça agace tellement ton grand-père. Tu comprends? Il a tout de même emprisonné le pape. Bien sûr, il a commis aussi de grandes erreurs. Cette idée de faire fusiller le duc d'Enghien. L'Aiglon? Non, l'Aiglon, c'était le duc de Reichstadt. Mais je comprends que tu puisses les confondre. Ils étaient très jeunes tous les deux. Et Nantes remuait toujours. Une fois, par les fenêtres de grand-père, on a vu les gens qui défilaient avec des drapeaux. Pas comme les autres. Mais comme à Neuilly, ils se battaient avec les agents, les gendarmes, et chantaient des chansons violentes et tristes, pas comme les autres non plus. Ça m'effrayait un peu. Surtout que grand-père, cramoisi de colère, d'asthme et d'indignation, racontait des choses pas du tout rassurantes. Les noyades de Nantes. Un pirate qui s'appelait Carrier, d'un grand bateau percé exprès, jetait tous les gentilshommes dans la Loire. Et si on laisse faire, ça va recommencer, criait grand-père. Ah, avec tout ça, elle devient jolie, la société. Tout ça, je savais qui c'était. Les ouvriers des chantiers de Saint-Nazaire, les femmes en cheveux,
les pétroleuses, les petits sauteurs et les gommeux, les cocottes, les poissonnières, les anarchistes, les marins embordés, et qu'à Nantes comme à Paris, tout ça, c'était à mettre dans le même panier. Les vacances finies, on rentrait, et mon père une fois nous montra par la portière le petit village d'Ancenis. Regarde Ancenis, et si tu ne l'as pas vu, tu n'as rien perdu. Dans son petit séminaire, j'ai fait mes études. C'est l'endroit où j'ai le plus souffert de ma vie. Ils étaient odieux et cruels avec les enfants qui ne les aimaient pas. Tu le leur disais? Pas la peine, ils le voyaient. Et c'était logique. Ils faisaient souffrir, tranquillement, ceux qui ne pouvaient pas les souffrir. Maintenant, quand tu m'entendras crier mes cauchemars, tu sauras ce qu'il y a dedans. Ta mère d'ailleurs le sait depuis longtemps, et me réveille, très vite. Car elle aussi, au moins, ce n'est pas pareil, disait ma mère, en regardant le paysage. Je ne l'oublie pas, bien sûr, mais ça donne pas de mauvais rêves. J'étais chez les sœurs, des femmes qui ignoraient tout de la vie. Quand on était pas sage, on allait au coin, avec une queue d'artichaut dans la bouche, pour bien comprendre l'amertume de la faute. C'est ta mère? Oui, ma sœur. Et on devait se mettre à genoux et tracer par terre une croix avec la langue. Tu pleurais, lui demandai-je. Non, et pourtant c'était bête à pleurer. Son grand fou rire la reprend, elle sort Sigur de son panier, le prend dans ses bras et le berce comme un enfant. Si tu m'aimes, Sigur, remue l'oreille une fois. Et Sigur remue l'oreille. Et Jacques et Jean, si tu les aimes, remue 2 fois. Sigur remue 2 fois. Et André, si tu l'aimes, remue 3 fois. Et Sigur ne remue pas l'oreille du tout. Mon père hausse les épaules, vexé. Ça a beau être idiot, mais c'est chaque fois la même chose. Pourtant j'aime beaucoup les chats, comme le cardinal de Richelieu. Et Sigur, il dit peut-être ça pour rire. Et elle poursuivait. N'est-ce pas que tu aimes bien André? Et même que tu l'aimes beaucoup. Sigur remet les oreilles, à toute vitesse, comme un petit âne, incommodé par les mouches. J'ai mis longtemps à comprendre le truc, et pourtant c'était d'une simplicité enfantine. Un souffle, un rien. Ma mère, imperceptiblement, soufflait sur l'oreille du chat en temps utile. Ta mère, c'est une fée, disait papa. C'est pour cela que j'avais peur, quand elle me lisait des contes, qu'elles disparaissent dans l'histoire, comme les fées qu'elle évoquait. Et l'on revenait. L'automne s'attardait un peu pour prolonger ses adieux, et c'était l'hiver, avec ses histoires déchirantes de ramoneurs perdus dans la neige, comme les pauvres à Paris, dans les rues. Ma mère attendait le printemps. Elle était soucieuse et préparait des petits vêtements, parce qu'elle attendait aussi un bébé en même temps. C'est pas grand un bébé, mais je me demandais comment il allait tenir là-dedans. Tout le monde l'attendait aussi, ce bébé, même les voisins. Un jour, la date était marquée sur le calendrier. Ma mère se couche. Elle n'était pas bien. Elle avait grossi un peu. Elle avait l'air fatiguée. En dehors de la nuit, c'est la première fois où je la voyais coucher. La seconde fois où je la vis couchée, malade, en toute une vie. C'était peu après la libération, comme on dit. Et c'était pour dire adieu à la vie. Mais à Neuilly, au mois de mai 1906, tout autour du lit, les gens disaient « Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que vous préférez? Une fille ou un garçon? Un garçon ou une fille? Une fille, ça vous changerait. Pourquoi choisir d'avance, disait maman. Je préférais celui ou celle que j'aurais. Moi, j'étais inquiet. Les nouveau-nés me faisaient plutôt peur. Ceux que j'avais déjà vus n'avaient pas l'air heureux. On aurait les petits vieux. Ils étaient attachés, saucissonnés, et pleuraient et criaient sans pouvoir se débattre. Mon père, qui lui non plus, sans doute ne les appréciait guère, disait qu'ils étaient dans la camisole de force. Quand on les déshabillait, ils commençaient des gestes, mais ne les finissaient pas, comme les jouets mécaniques dont on a perdu la clé, ou qui ont le ressort un peu détraqué. Un beau jour, on dit toujours un beau jour, mais celui-là n'était pas plus beau que les autres. Au contraire, ma mère parut tout à coup plus malade qu'on ne me l'avait dit, et mon père beaucoup plus nerveux que d'habitude. Il se disputait avec grand-mère Sophie qui nous racontait des histoires de choux, de cigognes, d'enfants voués au bleu, et je ne sais plus quoi encore. Une grosse bonne femme traversait tout le temps l'appartement avec des seaux remplis de coton taché de sang. C'était comme à l'hôpital le jour des amygdales. Et mon frère arriva. Ma mère, plus souriante encore que d'habitude, tenait mon frère dans ses bras et le regardait sans rien dire. « Elle joue à la poupée, disait papa. » Et Pierre, c'était le nom de mon petit frère. Je trouvais que pour un nouveau-né, il avait l'air plutôt jeune lui aussi. Et sans doute pour faire plaisir à ma mère,
je déclarai que je l'aimerais beaucoup. Plus tard, ce que j'avais dit devint vrai, mais je mis beaucoup de temps avant de m'en apercevoir. Peu de temps après la naissance de mon frère, nous déménageons. C'est la première fois, ça m'amuse beaucoup. Mon père et ma mère, pas du tout. Nous avons beaucoup d'ennuis, paraît-il, et naturellement, comme toujours, des ennuis d'argent. Mais cette fois, il paraît que ça dépasse les limites. Plein la malle jusqu'au cadenas, dit papa. Il a perdu sa situation. Il ne tenait pas beaucoup à elle, et elle, sans aucun doute, pas davantage à lui. Nous nous séparons à l'amiable, dit-il, mais hélas, l'amabilité, pécuniairement parlant, n'arrange les choses que très provisoirement. Nous habitons maintenant rue Jacques Dulude, un petit rez-de-chaussée assez sombre, mais beaucoup plus près du bois, ce qui est tout de même une petite compensation, dit mon père. Compensation ou pas, nous ne vivons plus pareil. Au café de l'Hôtel de Ville, mon père y va moins souvent, et quand il y va, boit beaucoup plus modestement. Ou, désignant d'un doigt désinvolte, mais un peu tremblant, ses soucoupes, à un ami, il lui dit « Excusez-moi, je vous laisse ça, je suis sorti sans rien sur moi. » Un peu plus tard, rendant la politesse, c'est au garçon qu'il s'adresse, avec une hésitante autorité. « Pour moi tout ça, mettez-le sur mon compte. » Et il donne un pourboire royal. Puis, sautant sur son vélo, fait plusieurs fois le tour de la place, à toute vitesse, en haute voltige, revient me chercher, m'assoit sur son guidon, salue tout le monde et prend congé. Bien plus souvent, nous allons tout près de chez nous, dans un petit bistrot pas cher, où il n'y a pas de place pour s'asseoir. « Tu vois, dit-il, maintenant je vais au bar, comme les Anglais. » Puis au patron, « Pas de monnaie, je paierai en passant. » Le patron sourit, jetant un coup d'œil blasé sur un faire-part collé au mur, à côté des bouteilles, et qui annonce que Crédit est mort, et que les mauvais payeurs l'ont tué. À la maison, on mange froid presque tous les jours. À moi, ça me plaît. J'aime beaucoup la charcuterie, les sardines à l'huile, et les biscuits trempés dans le vin, le roquefort. Quand ma mère demande de l'argent à mon père pour les courses, mon père hoche douloureusement la tête. Les courses, toujours les courses. J'aurais fait un pauvre au jockey. Pas champion pour les courses, même à Hauteuil, et surtout pas champion pour la course à la pièce de 100 sous. Et ma mère allait faire les courses, tout comme mon père allait au bar, à crédit. Lui, il se couchait très vite, et avec les journaux, sans même attendre la fin du jour. Les Romains mangeaient couchés. Grâce à ça, ils firent de grandes choses. Et demain, j'ai une dure journée. Chaque jour, ils partaient à Paris pour des rendez-vous très importants. Et le soir, ils rentraient. Parfois même avec un peu d'argent, ou des bonbons, des livres, quand ce n'était pas un billet de loterie. Dans le quartier, les jets commençaient à crier. Le planteur de Caïpha, avec sa petite poussette, ne s'arrêtait plus chez nous pour livrer le café. Et il était question de loyer, et d'un vautour à qui appartenait la maison où nous habitions. Il arrivait à mon père d'évoquer la Providence avec une certaine nostalgie. Mais il avait, disait-il, tant de magnifiques projets que bientôt, et sans aucun doute, tout allait définitivement s'arranger. Les chiens pourront bien aboyer, rien n'empêchera la caravane de passer. Avec ça, on n'est pas pieds nus, concluait ma mère, en levant au plafond ses beaux yeux. Mais elle ne pouvait s'empêcher de rire, et mon père, gagné par sa gaieté, se mettait à chanter assez faux, mais à tue-tête, le grand air d'opéra Sigur, air qu'il aimait tout particulièrement à cause du chat, ou bien Griselidis, un opéra comique qu'il aimait aussi beaucoup. Ô lune amie, ô ma complice, ô vieux Satan fidèle encore, verse sur la terre endormie le sang de ta blessure d'or. Moi, je trouvais ça très bien, surtout à cause du diable. Mais ils avaient beau dire, beau chanter et rire, je savais qu'à la maison, il y avait quelque chose d'abîmé. Heureusement que ma mère m'a déjà appris à lire. Aujourd'hui, avec le bébé, elle n'aurait pas le temps. Alors je lis. Et même quand ça me fait peur, ou quand ce n'est pas gai, ça m'empêche de trop penser à ce qui est triste, pour de vrai. Et puis j'aime lire. J'en ai pris très vite l'habitude. Et le livre refermé, je n'oublie pas de sitôt ce qu'il y a dedans. Mais je confonds souvent les histoires que j'ai lues avec celles qu'on m'a racontées. Mais pas le petit chose avec David Copperfield, ni la dame de Montsoreau avec Milady de Winter. Sauf les mémoires d'un âne à cause de Cadichon, je n'aime pas la bibliothèque rose. Pourtant, les malheurs de Sophie m'auraient amusé s'ils étaient arrivés à grand-mère. Je n'aime pas les livres dont on m'a fait cadeau le jour de l'an. Je n'aime pas les lettres de mon moulin. Je n'aime pas le sous-préfet au champ qui faisait des vers en mâchant dans les violettes. Je n'aime pas ces livres, je préfère les autres, tous les livres des autres. Je lis un livre de maman,
le voyage d'une noce parisienne autour du monde. Mon rêve est trop beau pour être compris. Ce sont les sorciers qui me l'ont appris. C'est un Indien qui dit ça à la mariée. Il est très beau sur l'image, et la façon qu'il a de parler me plaît. Je lis les Mille et une nuits, les lectures pour tous, les aventures de Sherlock Holmes, et je relis toujours le Tour de France par deux enfants, là où le Jura est si beau et si bien raconté que j'ai envie d'y aller un jour. Et puis le grand marteau pilon qui bouche la bouteille sans briser le flacon. Et la fée des neiges, et la petite fille des brigands. Et même le soir, je lis très tard avec la veilleuse allumée. Mon frère aussi, nous échangeons nos livres à voix basse, sans trop nous chamailler, bien qu'il ait ses goûts à lui, comme j'ai les miens. Ainsi les nuits passaient très vite, sauf quand mon père, qui avait ses cauchemars, me réveillait. Ne m'arrachez pas mes chaussettes, j'ai des engelures, ça m'écorche les pieds. Non, je ne veux pas qu'on m'enferme dans le cabinet noir. Je me levai, le secouai un peu. Il se réveillait, m'embrassait, ou alors c'était lui qui sautait du lit et venait me raconter ses mauvais rêves pour s'en débarrasser. Des fois, je n'avais pas envie de dormir, mais je voyais sur les murs des choses comme celles des livres, et qui bougeaient, ou qui restaient immobiles et figées. C'était le beau jeune homme des Mille et une nuits, tout à moitié changé en marbre, ou la peste rouge, qui surgissait silencieuse et masquée dans un château où lançaient des seigneurs se moquant de la peste, s'en croyant préservés. Et puis la bande mouchetée, le cordon de sonnette qui bouge tout seul, tout doucement, sans personne pour tirer dessus, et l'homme mort, assis dans son fauteuil, devant son coffre-fort, avec sur sa tête chauve, le reptile, immobile, comme une écharpe dénouée. Était-ce sur le mur, dans mon rêve ou n'importe où ailleurs? Mais j'ai hurlé parce que j'avais peur. Mon père se levait, venait me rassurer. Mon petit frère criait. Pourtant, ce n'est pas moi qui l'avais réveillé. Depuis longtemps, j'entendais ma mère lui parler à voix basse, tendrement, pour l'endormir. Et mon père, à voix basse aussi, disait « C'est dommage qu'on ne puisse chasser les cauchemars à coups de pied. » Comme j'étais triste, il me caressait les cheveux. Il me citait une phrase d'un écrivain qu'il connaissait et qui s'appelait Jean Lorrain. J'ai beau savoir que ce n'est pas grand-chose, ça me fait mal et ça me fait pleurer. Nous venons de vous présenter Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Assistant de production, Gilbert Maurice Duprez. Prise de son, Madeleine Sola. Réalisation d'Albert Riera. Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Réalisation d'Albert Riera. Rue Jacques Dulu, comme rue Louis-Philippe, comme dans toutes les rues, le matin revient, et je vais chercher le lait et les journaux. C'est pas loin, il n'y a ni étage à monter ni à descendre, alors j'ai le temps, et je regarde à l'aventure les couvertures du petit journal illustré. Toujours une grande image en couleur, ça change toutes les semaines, et c'est chaque fois des crimes, des accidents, des catastrophes, avec du sang. Je ne sais pas s'ils savent que c'est grand-chose ou pas grand-chose, mais ça a l'air de leur faire mal, même si ça ne les fait pas pleurer. Là, j'achète aussi des images, des soldats pour les échanger. Les dorés coûtent 2 sous, les pas dorés 1 sou, même s'il y a beaucoup d'officiers. On vend aussi des cartes postales. Il y en a encore de la guerre russo-japonaise. Pourtant, elle est finie depuis l'année dernière. Et c'est le Japon qui a gagné. C'est des cartes comiques pour faire rire les gens. Je n'aime pas ces cartes. Surtout une, où l'on voit une fanfare de soldats jaunes groupés, comme les gardes républicains. Ils ont le derrière à la place de la tête pour souffler dans leur trompette. Sur l'image, il y a une inscription. La musique du général Oku. Et c'est son vrai nom, dit le marchand. Les Japonais, tous des noms à coucher dehors. Mon père, à qui je raconte ça en prenant le café au lait, me dit
qu'il n'y a rien de plus bête que de plaisanter avec le corps des êtres. Quand les gens sont beaux, ils sont beaux, hommes ou femmes, et de n'importe quel pays. Tu n'as qu'à regarder les statues. Il me parle des Grecs, puis soudain s'interrompt et sourit comme les gens qui viennent d'avoir une bonne idée. Et les Arabes ou les Turcs, enfin tu comprendras ça tout à l'heure. Tu monteras sur le toit avec moi. Comme il l'a dit, on monte un peu plus tard, très discrètement sur le toit, d'où l'on découvre au loin une belle maison blanche, comme en Arabie, et je distingue vaguement à travers les branches un homme nu, une femme nue, qui vont et viennent, comme s'ils se promenaient tranquillement dans la rue. Dommage qu'on ne puisse voir le petit crocodile, mais tout de même, il faut bien le dire, nous sommes en pleine 1001 nuit, dit papa. Mais ils ne sont pas nus dans les 1001 nuits, dans les tiennes, mon petit, mais dans les autres, c'est le docteur Mardrus que tu liras plus tard, ce n'est pas la même musique, dit-il en redescendant, puis il ajoute. Nous avons eu de la chance, on était tout seuls. Quelquefois, il y a le concierge, avec des amis. J'appris plus tard que sans doute cette maison, c'était celle du docteur Mardrus, qui traduisait librement et merveilleusement un des plus beaux livres qui ait jamais été écrit. C'était comme ça quelquefois notre vie, comme les 1001 nuits, ou comme les 400 coups du diable, une féerie que j'avais vue au Châtelet, mais aussi, et de plus en plus, comme les contes d'Andersen, les plus sombres, les moins plaisants. Et mon père, quand on nous emmenait au bois, faisait en souriant des allusions aux petits poussés. Surtout, n'oubliez pas les petits cailloux blancs. Pour nous rassurer, il ajoutait qu'on pourrait tout aussi bien trouver en arrivant, et comme par enchantement sur la table, un repas féerique et pantagruélique, servi sur une nappe brodée d'or, que l'on pourrait d'ailleurs bazarder par la suite. Il faisait le menu avec le caviar, les ortolans, choisissait parmi les vins les meilleurs crus, sans oublier le muscadet, ce parent pauvre mais princier. Et un beau jour, qu'il eût cru, comme par enchantement, cela arriva, mais à l'envers. D'un coup de baguette magique, de magie noire, disait papa, un sorcier à tête d'huissier était venu, et tout avait disparu, sauf les lits. Une table, la plus petite, 4 chaises, le berceau de Pierrot, ma ferme, mon cirque, mon cochon en carton et Sigurd. Comme c'est grand maintenant chez nous, Sigurd a toute la place pour sauter, courir, on se croirait au concours hippique, et sur la petite table, on mange. Mon frère fait ses devoirs, et mon père écrit, mais heureusement, pas tout ça en même temps. Ce que mon père écrit, et sans arrêt, c'est seulement des enveloppes et des formules d'imprimés. Je suis, dit-il, un type du genre de bande de Sévigné. Mais s'il fallait que je paye les timbres, ça serait la ruine pour de bon. Les enveloppes et un tas de petits travaux dans le même genre, c'est toujours en attendant. Mon père affirme que très vite, il va dominer la situation. Un soir, rentrant fort tard, il annonce à maman que c'est chose faite et qu'il a trouvé, enfin qu'on lui a fait, une excellente proposition. Une porte ouverte. C'est un peu loin, évidemment, mais en plein soleil. Le contraire m'aurait surpris, dit ma mère. À la gare de Lyon, un soir, nous prenons le train pour Toulon. Et le matin, mon père me réveille et d'un geste fastueux me présente le paysage comme s'il lui appartenait. Les oliviers, la Provence. Je vous avais bien dit que nous irions un jour. Si j'étais le Chaboté, mon père certainement serait le marquis de Carabas. Comme ma mère le regarde, mon petit frère dans les bras, les gens à côté d'elle, et encore endormi, il poursuit. Évidemment, pas dans ces conditions-là, mais que veux-tu? Avec un soleil pareil, comment broyer du noir? Nous arrivons à Marseille, dans une gare immense où tous les trains s'arrêtent devant un grand mur. Soudain, le panier à chat s'ouvre et Sigurd s'enfuit et bondit par la portière. Nous descendons affolés et désespérément l'appelons, le cherchons. Sigurd, Sigurd! Joli opéra, dit mon père. Nous retrouvons bien vite le fugitif, assis bien tranquille dans un coin, tout près de la sortie des voyageurs. Il a l'air de sourire, et l'on dirait que très content, à l'idée de nous revoir, il est venu nous attendre à la gare. Mon présage, dit mon père. Et l'on remet Sigurd dans son panier, puis à la consigne, avec les bagages, et nous partons visiter Marseille, ne prenant que le soir le train pour Toulon. Maman reste dans un café,
avec le petit. On reviendra les prendre pour déjeuner. Et l'on se dirige vers le port, vers la mer. La mer, ce n'est pas la même. Enfin, elle ne ressemble pas à celle que je connais. Et Marseille ne ressemble pas à Nantes. Ça ne remue pas pareil. C'est bien plus grand, plus beau peut-être. Est-ce que je sais? Mais j'aime mieux Nantes. Il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bateaux, de lumière. Mais j'aime mieux Nantes. J'aime mieux la mer de là-bas. Après déjeuner, nous allons en bateau, tous ensemble, visiter le château d'If. Le guide nous montre le cachot d'Edmond Dantès et celui de l'abbé Faria. C'est triste qu'il soit resté si longtemps là-dedans, même si c'est pas vrai. Il a raison de se venger, Monte Cristo. Au retour comme à l'aller, la traversée est calme. Ce n'est plus la mer qui remue, comme une forêt, c'est un grand lac, et un soleil qui dévore tout le paysage. Je n'aime pas ce soleil. Un grand vent vient de se lever, tout chaud, tout pointu. C'est le Mistral, la mer remue. Tu es content, dit mon père. Il nous emmène, mon frère et moi, à Notre-Dame de la Garde, voir le panorama. Non, je n'aime pas le Mistral, je n'aime pas ce soleil. Il me le rend bien. À peine ai-je eu le temps de voir la mer s'agiter un peu, que le vent emporte mon chapeau jambard, et que j'ai soudain horriblement mal à la tête. Je ne vois plus grand-chose. Le Mistral méchamment m'a jeté plein de morceaux de soleil dans la tête, et un peu plus tard, le train qui nous emmène à Toulon roule avec eux, et grince, et crie, et siffle, sans arrêt, dans cette tête. Toulon, je suis couché, il y a un docteur dans la chambre. Ce n'est pas le docteur Tolmer, c'est un docteur avec une voix qui chante. Il va mieux, encore un peu de délire. Je ne crois pas à une fièvre cérébrale, une insolation, un malaise passager. Mon père et ma mère parlent aussi, très loin. Et dans ma tête, une grosse pierre tourne, s'avance, recule, s'en va, et puis des chiffres qui se comptent tout seuls, sans jamais s'arrêter. Et puis tout ça s'en va. J'ai faim, j'ai soif, je me lève. Je vais à la fenêtre parce que je veux savoir où je suis. C'est beau. Une grande place avec des platanes et puis des diligences, comme en Amérique, et leurs chevaux qui raident au soleil. Un soleil très doux qui se promène doucement dans le vert des branches. C'est la place Armand-Vallée, où nous habitons, au-dessus du bistrot d'un hôtel, une grande chambre avec 3 lits, un papier peint tout déchiré et des petits cancrelats qui trottent sur la carpette usée. J'entre en convalescence. Pas une grande, ça dure à peine 2 jours. Ma mère est rassurée, mais mon père est très triste. Et pas à cause de moi, puisque je suis guéri. Ce n'est rien, dit-il. La tristesse crépusculaire. La nuit tombe trop vite ici. Oui, trop vite. On n'a pas le temps de se préparer. Mais dépêche-toi. Je t'emmène voir Toulon. Je me dépêche. Nous allons faire un petit tour dans cette ville que tout de suite j'avais aimée par la fenêtre et que je devais aimer davantage chaque jour en me promenant dedans. Il y avait des mendiants comme à Neuilly, mais plus gais. Ils dormaient au soleil, le chapeau à côté, trop paresseux pour tendre la main. Ce qui tombait, tombait, c'est tout. Des fruits, des barriques de vin, des poissons, des fleurs, tout était mélangé. Mon père fumait sa petite pipe de merisier, il me racontait des histoires. Parfois ses yeux brillaient, il éclatait de rire. Et puis soudain, comme avant l'orage, son visage était couvert. Il faut rentrer, ta mère va s'inquiéter. Il achetait du pain et des figues pour le dîner. Le pain était frais, les figues étaient toutes blanches de farine. Et les routes, dans la campagne, étaient toutes blanches de poussière. Mais avant de rentrer, nous descendions vers la mer. Toutes les rues d'ailleurs descendaient vers la mer. C'était leur raison d'être. Et la mer de Toulon, bien sûr, ce n'était pas l'océan. Mais elle était bien plus belle que la mer de Marseille. Elle aimait sa ville l'aimait. Le soir, sur les quais Constate, il y avait une petite musique, un petit clapotis, comme nulle part ailleurs. Il y avait des marins qui débarquaient, heureux, et d'autres qui s'embarquaient pour rejoindre leur cuirassé ou leur torpilleur. Souvent, il y en avait qui étaient saouls, qui chantaient. Et les femmes sur le quai leur criaient et leur chantaient des choses drôles. Et tous les jours, de grands bateaux emmenaient les Toulonnais aux environs, qui avaient tous de si jolis noms, les Sablettes, Tamaris, Saint-Mandrier, le Mourillon. Partout des fleurs et des arbres,
des mimosas, des platanes, des oliviers, et de grands eucalyptus qui sentaient la pharmacie, et qui changeaient de peau, comme les serpents boa. Les jours passaient. Mon frère et moi, on allait se promener, mais toujours chacun de son côté. J'allais parfois au Chapeau Rouge, un quartier du port qui me plaisait bien à cause de la musique, à cause du bruit. Ça me rappelait la fête à Neuilly. Dans les cafés, il y avait de grands phonographes qui n'arrêtaient pas de jouer, et tout le monde dansait. Des femmes très belles, très peintes, et d'autres, vieilles et moches, encore plus peintes que les jeunes, dansaient avec les marins et les soldats de l'infanterie coloniale. Elles étaient très gentilles avec moi. L'une me disait qu'elle avait un petit garçon, et l'autre une petite fille. J'aurais bien voulu la connaître, voir comment elle était, la petite fille. Et puis tout à coup, ils foutaient tout en l'air, les marins et la coloniale, et se battaient. Arrivaient alors les fusiliers marins pour établir l'ordre. D'autres fois, c'étaient des civils qui se battaient. Ils avaient l'air plus mauvais. Un jour, passant avec mon père, on croise un enterrement. Et derrière le corbillard, rempli de fleurs, des hommes et des femmes du Chapeau Rouge, toute une foule silencieuse et recueillie. C'est l'enterrement d'Amacro, dit mon père. Je lui demandai ce que ça voulait dire. Il me expliqua, avec beaucoup de difficulté. L'hiver venait. Au bureau de l'hôtel, en buvant un verre qu'il faisait marquer, mon père demandait s'il n'y avait pas une lettre pour lui. Pas de courrier, répondait l'hôtelier. C'est gai, disait mon père. Il buvait un autre verre pour se consoler. Une fois, il reçut un télégramme, le regarda longtemps, but un verre, puis un autre. Déchira le télégramme et le jeta au vent sans le lire. Mon petit, le télégramme, c'est toujours de mauvaises nouvelles. Mauvaise nouvelle ou non, mon père décidait toujours de faire de longues randonnées. Mais nous n'étions plus que deux dans la caravane. Jean était entré à l'école et maman avec le petit était vissée à la maison, comme disait papa. Il m'emmena voir les gorges de Lioul, où fut arrêté un jour Hulmeau, un officier de marine qui avait trahi la France pour les beaux yeux de la belle Lison. Une autre fois, à la Garde, où se dressait une tour en ruine, non loin d'un petit café en plein air, où l'on dégustait, paraît-il, et pour rien, le meilleur vin de la région. J'appris après le véritable motif de cette promenade. C'était d'aller rendre visite au Toucas, qui habitait là, comme à Neuilly, une très jolie petite maison. Le petit garçon n'était pas là, mais sa mère, comme toujours, nous reçut avec une grande gentillesse. Elle nous prépara une salade de kaki au rhum, comme mon père, paraît-il, n'en avait jamais mangé nulle part ailleurs. Nous sommes allés chez les Toucas, dit mon père à maman, en rentrant. Et tu les as tapés, naturellement. Je n'ai rien demandé, rectifia papa. Mais je ne pouvais refuser ce qu'on m'offrait si délicatement. Et ce fut Noël. Le soleil caressait les vitrines des Dames de France, le plus grand magasin de Toulon. Elles étaient remplies de jouets et aussi, comme aurait dit grand-mère, de cadeaux utiles. Mon père acheta un gâteau, des oranges et des fleurs, et s'assit avec moi à la terrasse du Cocardi, en se frottant les mains, rien qu'à l'idée du temps le chien qu'il faisait sûrement à Paris. Noël passa très vite, et l'hiver avait beau s'annoncer radieusement, l'hôtelier devenu de moins en moins aimable, et ma mère semblait quelquefois gagnée par la tristesse de mon père. Bien sûr, elle souriait toujours, mais le fou rire l'avait abandonnée. Un soir, mon père m'emmena sur le quai Constate, et ce soir-là, le quai était désert et froid, et mon père était si désemparé que le petit clapotis de la mer, on aurait dit qu'il fredonnait une chanson triste, un mauvais air. Mon petit, à force de tirer sur la corde, elle finit par casser. Au bout du fossé, la culbute, et j'en passe. Enfin, tu comprendras ça quand tu seras plus grand. Je vous aimais trop, et pas assez. Moi parti, on s'occupera de vous, et ça leur servira de leçon. T'es pas fou, papa. Ton père, c'est comme un chien abandonné. Adieu, mon petit. Fais me fiche à l'eau. Surtout, n'oublie pas de dire à ta mère que je l'ai beaucoup aimé. Il m'embrasse. Et je l'entraîne. Allons, papa, fais pas de bêtises. Je n'ai pourtant rien bu, dit papa. Je n'ai pas dit ça. Allons, rentrons. Et j'emmène mon père par la main comme un père amène son petit garçon.
À l'hôtel, mon père s'arrête un instant au comptoir. Je raconte à ma mère cette pauvre histoire. Ma mère, en m'embrassant, me dit « N'aie pas peur. Il m'a déjà fait le coup à moi aussi, à Paris, au bord de la Seine, dans les jardins du Vert-Galant. Le matin, ou un autre jour aussi proche, mon père reçoit une lettre recommandée. Est-ce une bonne nouvelle? Ni bonne, ni mauvaise. Une bouée de sauvetage de rien du tout, dit mon père. Mais ça vaut tout de même mieux qu'une pierre au cou. Et avec un grand soupir de regret. Demain, nous rentrons à Paris. Paris, 1907. Dès notre arrivée, nous allons dans un petit hôtel proche de la gare. On ne pouvait pas aller plus loin, dit ma mère. Ni descendre plus bas, dit papa en nous quittant. L'hôtel est sale et gris, mais le poêle est tout rouge, et les gens qui se chauffent autour sont tous gentils avec ma mère et aux petits soins pour elle, car, avec Pierrot, elle ne peut pas rester dans la chambre qui n'est pas chauffée. Moi, je vais me promener dans la gare et tout autour. À Paris, il y a beaucoup plus de bruit qu'à Toulon. Et tout va si vite, tout est si froid, qu'en courant, je rentre à l'hôtel, où un peu plus tard, mon père arrive à son tour, et nous dit qu'il a trouvé quelques meubles et un logement très clair, rue de Vaugirard, à 2 pas du jardin de Luxembourg et du théâtre de l'Odéon. Comme il ajoute, mais sans le moindre enthousiasme, qu'il a aussi trouvé une situation, je le questionne. Dans les assurances? Non, chez ton grand-père. Rue Monge? J'étais stupéfait. Cela ferait mon père, mais d'un rire plutôt désabusé. Non, pas rue Monge. 175 boulevard Saint-Germain, où ton grand-père est, si tu l'as oublié, ce que je comprends fort bien, président de l'Office central des pauvres. Qu'est-ce que tu feras comme travail? J'irai visiter les pauvres pour savoir s'ils méritent qu'on leur vienne en aide. Nous venons de vous présenter Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Assistant de production, Gilbert Maurice Duprez. Prise de son, Madeleine Sola. Réalisation d'Albert Riera. Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Réalisation d'Albert Riera. Rue de Vaugirard. C'est tout en haut le logement, bien plus petit qu'à Neuilly, mais tout de même, surtout qu'il y a 2 pièces, un peu plus grand que la chambre de Toulon. Il y a aussi une petite cuisine. Mais l'eau et le reste, c'est sur l'escalier. Là, on rencontre tout le temps les voisins. Comme ça, on sait qui c'est. L'escalier est Louis XIII, mais encore en très bon état, et avec tellement de marches qu'on dirait un toboggan. Papa a dit qu'autrefois, on pouvait le gravir à cheval. Moi, je peux le descendre en courant. Nos fenêtres donnent sur le ciel, l'une d'elles sur la cour de l'école, où l'on m'inscrit un peu trop vite, à peine le temps d'explorer le quartier. L'école. Je suis nouveau, et en retard par-dessus le marché. Tous les autres sont entrés depuis le 1er octobre. On est déjà le 1er février. Et dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Bon présage, a dit mon père. Tu entres en même temps à l'école et dans ta 7e année. Et puis tu verras, c'est pas si terrible que ça. Non, c'est pas terrible l'école. C'est pas Ancenis, ni Maîtré. Mais c'est pas nouveau non plus. C'est comme les copains m'ont raconté. On est assis toute la journée, on n'a pas le droit de bouger, on guette les heures et on les écoute sonner. Tout à fait comme les problèmes qu'on me posera un peu plus tard à la leçon d'arithmétique. Un élève entre en classe à 8h30, en sort à 11h30, revient à 1h et s'en va à 4h. Combien de minutes s'est-il ennuyé? On peut soustraire les chansons des rues, la pluie et la grêle,
ou les cris du vitrier, les flèches de papier, le carbure dans les encriers, et même bien souvent la bonne humeur du maître. Ça fait tout de même un bon petit bout de temps, les mains sur la table ou les bras croisés. Alors j'attendais. J'attendais 4 heures. J'attendais le jardin, le Luxembourg. C'est là où pendant plusieurs années, je devais passer mes vacances avant d'aller plus loin, avant d'entreprendre avec les copains sur le tampon des trams ou au cul des camions, les grands voyages à Billancourt, à la Vache Noire ou à Issy-les-Moulineaux, le tour du monde de Paris, du quai de Bercy au point du jour. Le Luxembourg, pour moi, c'était tout de même plus grand que le bois, puisque je pouvais aller me promener tout seul. Mais l'herbe, sauf les pigeons et les jardiniers, personne n'avait le droit d'y poser le pied. Cela devait appartenir à quelqu'un, puisque les gardiens la gardaient, cette herbe. On aurait dit les mêmes qu'au musée de Cluny, qui gardent les armures, les vieilles pièces de monnaie, les lits à baldaquin, et dans une vitrine, avec son cadenas et sa clé, la ceinture de fer, qu'on appelait ceinture de chasteté. Oui, cette herbe devait être bien précieuse, comme les palmiers qu'on venait chercher en voiture aux approches de l'hiver, et que les jardiniers enfermaient dans un grand hangar de pierre tout à côté du musée du jardin, où il y avait les tableaux et les statues. Un peu avant que la nuit tombe, les gardes jouaient du clairon ou du tambour pour dire qu'il fallait s'en aller. Revenait alors la phrase « J'ai beau savoir que ce n'est pas grand-chose », ça me faisait mal et me donnait envie de pleurer. Ce clairon, ce tambour nous poursuivait, nous menaçait, en répétant sans cesse « Fini de jouer, il faut s'en aller ». Et j'aimais rien dans cette musique pour nous rappeler que demain, tout recommencerait. Il n'y avait peut-être pas pensé. Heureusement, le lendemain, chaque jour, les grilles s'ouvraient et le jardin, comme la veille, nous dévoilait ses coins les plus secrets. Le jeudi, j'accompagnais souvent papa qui allait faire ses enquêtes. Et c'était d'autres randonnées. On allait voir les pauvres que mon grand-père évoquait tous les dimanches avec une condescendante commisération. C'est grand Paris, c'est plein de petites villes qui sont découpées en quartiers, avec des rues qui ne ressemblent pas à celles de tout à côté, ou qui ressemblent tellement à une autre qu'on croirait que c'est la même. On va très vite partout avec le métro, le tramway, l'autobus. Il y a aussi le chemin de fer de ceinture, avec un wagon-bar où mon père souvent oublie sa station. On allait partout, on entrait partout, comme à la fête, mais une grande fête triste, sans musique, et qui n'en finissait jamais. Maison Alfort ou Alfortville, les Gobelins, la Chapelle, Ménilmontant, le Pré Saint-Gervais, Bagnolet ou la Goutte d'Or. Mais c'était toujours les rues des plus pauvres quartiers qui avaient les plus jolis noms. La rue de la Chine, la rue du chat qui pêche, la rue aux ours, la rue du Soleil, la rue du Roi Doré. Sans oublier la rue de Nantes et la rue des Fillettes, et tant d'autres encore. C'était sûrement les pauvres qui les avaient trouvés ces noms, pour embellir les choses. Des fois, je restais dehors, et même un jour, dans la rue des Alouettes, un gros chien m'a mordu les fesses. Ça, avec le jour où un grand bélier, à Ville d'Avray, m'a fichu dans un étang, ce n'est pas un souvenir heureux. Mais quand parfois j'entrais avec mon père, ce n'était pas très agréable non plus. Et à côté, nos 2 pièces à Paris me semblaient un palais. Pourtant, chez les pauvres, il y avait quand même des fleurs à la fenêtre, des portraits au mur, des chats, des oiseaux. Une fois, j'en vis un qui chantait dans sa cage, en regardant un bébé malade, qui remuait en l'écoutant une tête bien trop grosse pour lui. Mais il avait l'air content. C'était sûrement pour lui que l'oiseau chantait. Et dans la rue en pente, les gosses du quartier tout joyeux roulaient à toute vitesse sur des chariots qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Les quartiers n'étaient jamais pareils, même si les pauvres se ressemblaient. Au but de Chaumont, il y avait un jardin plus sauvage que le Luxembourg, avec un lac qu'on traversait en bateau. À la Villette, un canal et puis des ponts et des écluses. Au Gobelin, une petite rivière comme à la campagne, la Bièvre, dont mon père m'avait souvent parlé. C'était très joli. Mais ça sentait, surtout quand il faisait chaud, très mauvais. Comme la voiture de fer de l'équarrisseur qui passait le matin dans ma rue. C'était l'odeur des tanneries, l'odeur des bêtes écorchées. Au Gobelin, il y avait aussi un café où l'on s'arrêtait parce qu'en buvant un verre, on pouvait voir le cinéma. On ne voyait pas grand-chose. C'était, paraît-il, de très vieux films. Ce n'était pas comme au cinéma du Panthéon,
où on allait toutes les semaines tous ensemble, puisqu'on emmenait Pierrot, qui le regardait. Là, les films étaient tous nouveaux. En entrant, on prenait un programme où tout était marqué, le nom des films, et en dessous s'ils étaient comiques ou dramatiques. Pour les films comiques, l'inscription était presque toujours la même, rire inextinguible, ou désopilant, et hilarant, que ce soit Gribouille, Nick Venter ou Rigadin. Pour les autres, c'était comédie légère ou drame angoissant. Ça changeait toutes les semaines. Après Zigomar, Zalamor, Le Vautour de la Sierra ou Les Pilleurs de train. Derrière l'écran, il y avait un homme qui faisait tous les bruits avec un petit attirail qui n'avait l'air de rien. Des grelots, des papiers de verre, un sifflet, un revolver, des marteaux. Et c'était l'orage, le vent et la mer, ou le chant des oiseaux. Tout cela marchait en même temps que le piano. Le dimanche, quand c'était un film du Far West, un acteur habillé en cow-boy racontait le film en balançant son lasso. Une fois, pendant le massacre, un film terrible, où les Indiens tuaient tous les soldats réfugiés derrière leurs chariots, la musique, le bruit, les coups de feu, ça faisait un tel vacarme que les spectateurs mécontents hurlaient qu'ils n'y voyaient plus rien. Bison film, c'était la marque de celui-là sur les affiches dans la rue. L'autre fois, c'était Triangle film. Il y avait un triangle à la place du bison. Quand le film se passait à Paris, quelquefois on reconnaissait l'endroit où il avait été pris. Quand il y avait des histoires d'Apaches, pas les peaux-rouges, mais les bandits des mauvais quartiers de Paris, ça se passait dans la zone où mon père m'emmenait souvent, et qui était pourtant calme et tranquille. Des soldats en bourgeron blanc faisaient l'exercice, et comme au Luxembourg, on entendait le clairon triste. Mais il y avait des baraques, oui, des baraques en planches, des petits jardins pleins de grands soleils jaunes qui dansaient dans le vent, une petite fille en tablier rouge avec un arrosoir vert, et des roulottes de toutes les couleurs, comme le linge qui séchait autour. C'était là qu'habitaient les rétameurs, les rempailleurs de chaises, les rafistoleurs de porcelaine. Ils avaient tout plein d'enfants, et leurs femmes portaient de belles robes de bal, pour dire la bonne aventure. Ils ont de la chance, les Romain Michel, toujours en voyage, même quand ils restent là, disait mon père. Tu ne vas jamais les visiter? Si, quelquefois, mais simplement pour leur dire bonjour. Eux, c'est leur métier de demander l'aumône. Ils l'exercent directement, de la main à la main. Ils ne mettent pas d'annonce dans le journal pour demander des chaises à rempailler. Ils me montraient aussi les chiffonniers. C'était pareil, des gens qui se débrouillaient. Ils me plaisaient, les chiffonniers. Mais ceux que j'aimais surtout, oui, ceux que j'aimais rencontrer dans Paris, c'étaient les égoutiers. Ils avaient un travail mystérieux et dur. Je les trouvais beaux quand ils marchaient tout droit, avec leurs grandes bottes noires, comme des seigneurs. Une fois, j'en rencontrai trois, un gros, un maigre, un moyen. C'était tout à fait, aussi souriants, aussi fiers, les trois mousquetaires. Je regardais aussi les charbonniers, qui de leur péniche plongeaient tout noirs dans la Seine et ressortaient en riant, tout blanc, sauf les yeux. On aurait dit qu'ils étaient masqués. Il y en avait un qui s'appelait Petit Velours, ça lui allait très bien. Plongeaient aussi les débardeurs, tatoués de bleu, comme les marins. Leur vie, c'est un roman, disait papa. Les tatouages, c'est les images. Mais il ajoutait en sortant de sa poche un calepin et des papiers. C'est bien beau tout ça, mais j'ai hélas autre chose à faire. Et on retournait visiter les pauvres. Et puis je retrouvais le Luxembourg. Quand il fermait, on restait à jouer dans ma rue, où j'avais beaucoup d'amis. Et quand il faisait très chaud, on s'asseyait sur les marches du trottoir de l'école, et on lisait. En face de l'école, il y avait un bouquiniste, où on trouvait des tas de choses. Rifle d'or, Morgan le pirate, Nat Pinkerton, Texas Jack, et surtout Sitting Bull. J'aimais beaucoup Sitting Bull, parce qu'il était indien, et que les Indiens, c'était eux qui étaient dans leurs droits, comme les Boers, et comme les Noirs de la case de l'oncle Tom. Il y avait aussi La Vie d'aventure, une collection merveilleuse. L'un des fascicules s'appelait Monsieur Rien. C'était l'histoire d'un homme invisible qui voulait tuer l'empereur de Russie. À la fin, il n'y arrivait pas. Dommage, disait papa, qui lisait souvent mes livres, comme moi je lisais les siens. Il était pour les nihilistes, parce que les boyards russes avaient des esclaves qu'on appelait les serfs. Il m'emmena un jour à l'Odéon pour aller voir ça dans une pièce qui s'appelait Les Danichev. À l'Odéon, j'ai vu un peu plus tard une pièce bien plus terrible encore, La puissance des ténèbres. Les acteurs étaient tous enroulés dans des couvertures sur un grand poêle où l'on montait par un escalier. Quelqu'un avait tué un enfant et disait qu'il entendait encore, qu'il entendait toujours ces petits os qui craquaient. Paraissait aussi La guerre infernale, un roman de Robida avec des images encore plus compliquées que celles de Jules Verne, un tas de nouvelles machines pour se tuer, ou plutôt pour expliquer comment bientôt on se tuerait plus tard.
On pouvait voir aussi dans les rues, sur de grandes affiches en couleurs méchantes, des machines volantes, toutes rondes et remplies de martiens, avec des canons. C'était pour annoncer un feuilleton qui paraissait dans le matin et qui s'appelait La Roue Fulgurante. La boutique du bouquiniste était tout à côté d'un petit hôtel où descendaient beaucoup d'étrangers. Au quartier latin, c'en était plein. Comme je fouillais à l'étalage, un jour je vis arriver des Américains, une petite fille, un petit garçon, avec leurs parents. Ils n'étaient pas habillés comme dans les films du Far West, mais leur père, qui était artiste peintre, était coiffé d'un véritable chapeau de cow-boy, un Stetson. La marque était dedans. Ils restèrent fort peu longtemps, mais tout de suite, on était devenus de grands amis. Aujourd'hui, ils sont loin, les Américains. Leurs parents, sans aucun doute, beaucoup plus loin encore. Mais je peux m'arrêter dans cette rue. Ils sont toujours là, dans l'aujourd'hui de ce temps-là. Ils chantent, ils rient, disent au revoir, bonjour, à demain. Et toujours en américain, avec la même couleur, la même fraîcheur, la même ardeur. Et les chaises qu'on traînait par terre dans les allées du Luxembourg, les déserts de l'Arizona, je pourrais encore suivre leurs traces, comme on retrouve un air sur un vieux disque, aux sillons effacés. Un soir, la pluie commençait à tomber. Je venais de quitter mes amis, et assis sur le trottoir, malgré cette pluie, j'avais envie de pleurer. Elle n'y était pour rien, cette pluie, mais je n'étais pas content de ma journée. Je trouvais que la petite fille, c'est une petite fille pour jouer, pour rire, mais pas comme je rêvais. Une petite fille à aimer. Comme le garçon était plus joli qu'elle, ça me gênait. De temps à autre, cela m'arrivait déjà de réfléchir, de causer avec moi, quand j'étais tout seul. Et par la suite, en grandissant, cela devint de plus en plus fréquent. Quelquefois, c'est très drôle, mais rarement. Beaucoup plus tard, j'avais 10 ans, 11 ans peut-être. Avec un billet de quai, j'entrais dans les splendides souterrains de Suye, de la gare d'Orsay. Ces souterrains qui menaient en Bretagne, l'unique pays qui m'attirait. La musique du départ était belle, avec le charbon, les sifflets, la ferraille. Mais je ne rêvais pas de partir tout seul. J'aurais voulu emmener avec moi ceux que j'aimais, avec qui j'étais parti la première fois. La même chose, la même nouveauté, retrouver, revenir, et que rien n'ait changé. Ni les plantes rares sur le sable, ni le vent, ni les premières algues, ni la marée. La première fois la mer, la première fois l'été salé, et ce petit crabe, captif sous un verre, sur la table du casino du désert de la Baule, ce petit crabe que j'avais délivré et que je ne pouvais oublier. J'étais assis sur un banc vert, avec marqué « Allez, frère ». Il était je ne sais plus quelle heure, mais c'était l'heure de l'école, où ce jour-là, comme tant d'autres, je n'étais pas allé. Le train partait. Le dernier des voyageurs arrivait en courant, avec des gestes essoufflés, une valise au bout d'un bras. Il gesticulait. Et voilà déjà le train un peu loin. Le dernier des voyageurs arrivait en courant, avec des gestes essoufflés, une valise au bout d'un bras. Il gesticulait. Et voilà déjà le train un peu loin, comme un gibier manqué. Et l'homme reste là, avec sa valise tremblante, sur le quai. J'aurais dû l'aider, j'aurais dû courir avec lui, lui porter sa valise, rattraper l'heure, le temps, la lumière rouge disparue, l'espoir en allait. J'avais les larmes aux yeux. Et puis l'homme passa devant moi. Je le regardais. Et soudain, le plus simplement, le plus terriblement du monde, je compris. Si comprendre veut dire ce qu'il veut dire, je compris qu'avec le train, quelque chose de moi avait été emporté. Cet homme, dans le fond, comme aurait dit mon père, je m'en fichais pas mal, mais ça m'embêtait. C'était pas simple. Je me parlais comme on se parle d'homme à homme, de petit garçon à petit garçon. Je me questionnais. Nous nous questionnions. Nous nous répondions. Qu'est-ce que tu avais à faire avec ce type-là? Tu ne sais même pas qui c'est. Il a raté son train. Mais il ne courait pas tellement vite. Peut-être que ça l'arrangeait. Il n'y a pas de quoi pleurer. Et revenait par dérision la phrase marrante entendue en faisant la queue au mont-de-piété. On ne prête plus sur le chagrin. Le bureau des pleurs est fermé. Et je rentrais. Avais-je appris sans le savoir l'indifférence à laquelle si souvent je devais avoir recours plus tard? Mais la rue était pareille, la rue du Vieux-Colombier, ou peut-être la rue de Tournon, quand je rentrais à la maison. Et la maison semblable à la rue, avec la concierge, et puis les étages, mon père, ma mère, mes frères, les chats, l'oiseau, le vin sur la table, le couvert mis pour pas grand-chose. Il ne demandait pas ce que j'avais, ni d'où je venais. C'étaient les miens.
Ils me savaient triste et ne cherchaient qu'à me changer les idées. Je les regardais, je les aimais. Ils m'aimaient, me regardaient. Enfin, on se regardait. Ce jour-là, je les aimais peut-être davantage, mais déjà, j'étais dans un autre paysage, que je décrirai peut-être plus tard. Nous venons de vous présenter Enfance, souvenir de Jacques Prévert, dit par l'auteur. Assistant de production, Gilbert Maurice Duprez. Prise de son, Madeleine Sola. Réalisation d'Albert Riera.